Rebonsoir tout le monde. Bonsoir. D'accord, là je suis assez calme maintenant. D'accord, donc je vais un peu vous faire un petit récit de ma vie. Il y a de cela, je veux dire quoi, j'avais 17 ans quand j'ai rencontré le père de mes enfants. C'était un homme marié quand je l'ai connu. Et on s'est connus dans l'avion et on s'est revus en Côte d'Ivoire dans le restaurant de ma mère. Et donc, du coup, on a commencé à se fréquenter. J'étais en classe de première, en terminale, pardon. On a commencé à se fréquenter et moi, je ne voyais pas en train de faire ma vie avec lui au long terme. Oui, 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 je prenais déjà l'avion depuis longtemps, maman. Et donc, il s'est avéré que les gens ont d'abord dit à sa femme qu'on était ensemble. Et je m'attendais à des représailles assez vraiment lourdes. Mais à ma grande surprise, la dame m'a appelée et puis elle m'a parlé calmement. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à faire d'enfant et que si je suis dans la vie de son mari, elle n'a pas de problème, mais qu'elle espère sincèrement que je ne suis pas là pour être une croqueuse pour partir. Et, et franchement, quand le monsieur rentrait dans ma vie, je venais de perdre mon père. Et j'étais arrivée en Côte d'Ivoire, retrouver ma mère et tout. Et il a vraiment participé. Il a payé mes études de la terminale jusqu'à ce que j'ai ma licence. Donc, il a beaucoup participé dans ma vie. C'est vrai que j'avais un gars à l'époque. Donc, c'était avec un gars Bamila. Donc, c'était bien, hein, tout était bien, mais le gars vivait en Italie. Et le gars aussi, il s'est avéré qu'il a fait un enfant là-bas avec la Haïti avec laquelle il était. Et il ne m'a pas dit. Et c'est ma tante qui est venue un peu narguer ma mère avec l'histoire et tout et tout. Bon, le monsieur a su, mais ça va, on est passé à autre chose, on a évolué. Entre-temps, il était aux Nations Unies. Donc, entre-temps, il avait ses collègues, il est sierra-lionnais, et il avait ses collègues qui étaient là. Donc, ils avaient tout un bâtiment où il y avait des studios, et puis les gars longeaient ensemble, ils habitaient tous ensemble. Et à chaque fois quand je partais, je remarquais qu'il y a les gars du groupe, les femmes qui étaient dans le groupe, qui n'appréciaient pas trop ma présence au fait. D'abord, la première fois qu'on a Nias, quand on finit de Nias, il me donne ten colo. Il demande Kéké. J'habite à 2 pas de la maison. Je marche, je traverse seulement la route, je viens. Tu me donnes ten colo que est-ce que tu as dit que vendait? Il ne vend pas. Ça l'a un peu marqué. En fait, ça a fouetté un peu son ego. Est-ce que moi, ça va alors? Donc, le gars, c'est comme ça que le gars s'est concentré sur moi. Et les gars n'ont pas, les femmes n'ont pas beaucoup apprécié, au fait. Elles n'ont pas apprécié. C'est comme ça qu'elles sont allées dire à la femme du monsieur qu'au fait, où toi tu es assise ici, ton mari est en train de se concentrer sur une fille et tout et tout. Et j'avais pas, je n'avais pas vu au fait où il y avait le problème, mais il y a une à chaque fois que la femme là me voyait, c'était sa voisine de chambre. Quand j'arrive comme ça, elle guette dans les escaliers, dès qu'elle me voit éteindre la lumière, elle me voit éteindre la lumière. Je dis qu'ok. Et en 2010, il y a les troubles ici en Côte d'Ivoire et tout. Non, avant les troubles parce que je crois que j'ai eu mon BTS en 2010. Et il part donc au pays en vacances. Il va aller voir sa femme. Ses parents sont là-bas et tout. Et quand il part, il a une longue échange là-bas avec la dame. Il dure un peu. Il revient. Quelques mois après, la dame avait déjà pris la décision à un moment donné parce que sa famille, à lui aussi, c'était une autre situation sociale, une famille, je ne sais même pas, les affamés. Franchement, la belle famille aussi, c'est autre chose. Comme il était aux Nations Unies, c'est lui qui nourrissait tout le monde, donc c'était un peu le demi-dieu de la maison et tout et tout. Et sa mère n'aimait pas apparemment la dame. Et parce que qu'ils ont traversé la guerre de Sierra Leone ensemble, la dame était une prostituée, lui il était un DJ. Mais quand la vie a évolué, ils se sont concentrés. Et puis, il a passé le concours pour les Nations Unies. Il a eu.
Et il est resté avec la dame. Et sa famille ne supportait pas. Mais ils n'ont pas imposé son choix. Bon, bref. Quand le gars part donc, il se retrouve là-bas en 2010 avec tout le groupe de ses collègues qui étaient ici. Et quand ils vont, apparemment, celle qui guettait chaque fois quand je montais les escaliers là, il y avait une fille à l'époque, quand il y avait les Nations Unies, le premier bureau des Nations Unies en Sierra Leone, il y a une gars qui était, elle faisait le ménage à la salle de sport. Il dit bien, elle faisait le ménage à la salle de sport. La fille a s'arrangé, la fille lui a dit que mon ex-mari lui plaisait beaucoup. Et c'est comme ça qu'elle s'est arrangée à mettre les deux en relation. Quand il revient donc, apparemment ils étaient déjà sortis ensemble avant. Quand il revient, il revient, on tourne un peu. Et puis je croise, à l'époque j'avais croisé des papiers dans la voiture, il m'avait dit que sa femme était venue. Je tombe sur des papiers dans la voiture, comme si quelqu'un est parti à l'hôpital pour faire des examens de grossesse et tout. Et je vois le nom qui est dessus, ce n'est pas le nom de sa femme. Il me dit que non, c'est elle, mais que quelqu'un d'autre a mis son nom par rapport à quoi que l'assurance a fait. Papa, moi, il regarde d'abord mes dos, donc il n'a pas tout réfléchi sur la partie là. Il dit que mon cher, vis ta vie, tu as encore la bague sur ton doigt, moi, avant que ma part. Tant que tu perds mes études, que je peux devenir quelqu'un, le jour où ma part prend, il part. Est-ce que ça va alors qu'il va rester dedans pour faire jusqu'à deux enfants? Et quand la dame en question, la première femme qui était en Sierra Leone, elle décide, parce que sa famille continue de lui faire un peu la sale vie et tout, la dame décide qu'elle veut partir s'installer aux États-Unis. Donc, elle passe les examens, elle fait l'accès, elle a eu tous les documents et tout, et elle passe les examens à l'ambassade américaine. Quand il revient en 2010, donc, il a fini de voir sa femme. Et comme elle a eu ses papiers, notre histoire qu'on aime toujours appeler les copines pour célébrer ici, là. Elle appelle alors son groupe de copines que, ouais, j'ai eu mes papiers, je m'en vais et tout et tout. Elle reçoit une bouteille de vin. La bouteille de vin arrive à son niveau et elle boit. Mais sa copine qui est venue avec ne boit pas avec elle. Et je rappelle que là, la dame et moi, on échange. De temps en temps, elle m'appelle pour savoir comment je vais, que c'est comment, tu ne m'as pas encore fait mon bébé, je m'ennuie ici, tout le monde m'énerve. Parce qu'elle m'avait dit que si tu tombes enceinte, n'avorte pas. Au moins, si tu arrives à faire l'enfant, même si tu veux continuer à aller à l'école, je peux m'occuper de l'enfant. Et même avec ma mère, elle avait échangé. Ça me faisait peur au début, mais à un moment donné, ça allait. On a commencé à se comprendre. Et subitement, la dame décède après la bouteille de vin. La dame va à l'église le dimanche qui suit, c'était peut-être le jeudi. Et le dimanche, elle arrive à l'église, elle tombe à l'église. Tac, tac, paralysie. Mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que mon ex-mari, il n'arrêtait pas d'insister à ce qu'on ne lui mette pas le ballon, qu'on ne lui mette pas la perfusion. Et arrivé à l'hôpital, on lui a mis la perfusion. Elle arrachait la perfusion. On met, elle arrache, on met, elle arrache. Elle a pris son dernier souffle. Elle a appelé mon ex-mari. On était à la maison le jour-là. Elle lui demande que je t'ai fait quoi? Je t'ai dit de ne pas sortir avec la fille qui est ici en Sierra Leone parce que ma vie va partir. Ma vie va partir. Elle n'a pas fini de parler. Poup, la femme est morte. Les années sont passées. Moi, d'abord, avant que les années ne passent, la dame meurt. Le même soir, on est couché à la maison. Quand je me réveille le lundi matin, tout mon côté droit est paralysé. Donc, j'appelle ma mère. Ma mère vient avec ma cousine qui priait et ma cousine qui me pose la question de savoir que est-ce que tu as quelque chose à voir avec la mort de la dame? Je lui dis que, mais Lucie, j'ai quelque chose à voir avec la mort de la dame que comment? Est-ce que ça là, ça me regarde? Moi, je suis là même que si je gagne même son 10 millions tout de suite, je te trace ma route et pas. Ma cousine me dit que dis-nous la vérité, dit que non, elle dépose la Bible, je jure sur la Bible et dépose ma main, les pasteurs sont venus. C'est où un pasteur me dit que non, quand la dame est décédée, elle est venue pour se coucher à côté de son mari pour lui parler. Et comme elle nous a trouvés couchés dans le lit, quand elle s'est couchée sur mon côté, sur moi au fait. Ce qui fait que j'ai eu la paralysie du côté droit. On avance. Quelques mois après, en septembre, je tombe enceinte une semaine après mon anniversaire. Moi, je ne me suis même pas consciente. Je suis dans mes vivez, divise Abidjan en quatre, il sort, il vient, il vit même. Il me dit que maman, tu es enceinte. Il dit qu'elle est enceinte. Il me dit que ok, je fais mes examens et tout et tout.
Ça va pour le moment, la crise arrive, je vais au Cameroun, je vais en France, je vais au Cameroun, et puis je reviens ici avant que la guerre n'éclate bien ici, là. Je dis que non, le docteur a dit que Douania, c'est mon mari, donc moi, il bac. Sinon, l'enfant ne va pas bien sortir. Moi, il revient ici en pleine guerre, tranquille. Excusez-moi, je ne suis pas vulgaire, si c'est manque moi-même. Et donc, quand j'arrive, on vit tranquillement, hein. J'accouche, il me demande un mariage et tout. Je valide. On se marie en 2011. Mais à ma grande surprise, avant le mariage, le monsieur s'y disparaît d'abord. Il dit qu'il part au pays. Il dit que tu pars au pays, qu'il y a quoi là-bas. Il me dit que non, sa mère l'a convoqué. Il part, il faut au moins 3 semaines. Si ça va alors que mon chien, mon chef bandit était parti se marier là-bas avant de revenir. Donc, les 3 semaines qu'il fait en Sierra Leone, monsieur se marie. Il revient ici, tranquille, on se marie. Et je me rends compte qu'il y a une troisième personne qui n'arrête pas d'appeler à chaque fois. Et il y a des numéros bizarres qui m'appellent. Donc, je décroche, la personne ne parle pas. Jusqu'au jour où il y a un jeune, il avait un de ses collègues là, parce que chaque fois lui-même me disait que non, la franc-maçonnerie lui envoie des messages, les Illuminati lui envoient les mails, il me montrait et tout. Il dit que mais mon père, c'est comment? Quand on commençait, on n'était pas dans ça là. Que non, que les gars, le chef, que papa, tu veux rentrer ou bien tu ne veux pas rentrer. Moi, il veut moi partir. Si tu rentres, fais ton choix, moi, il part. Il me dit que non, je pense à mon avenir, mes enfants et tout. Il dit ok. Je le marre alors tous les jours. Il est musulman, hein. Mais tous les jours, maintenant, on part à la messe le dimanche avec ma mère, mes frères et sœurs. On va au Saint-Sacrement. Il dit que peut-être que ça peut le distraire. On insiste dessus. Jusqu'au jour fatidique où Langa décide de se dévoiler. La partie qui va me faire peur, c'est que je tombe encore enceinte et la grossesse se passe bien. Mais dès que la femme m'appelle, elle me dit que je demande, tu es encore dans le mariage là. Tu ne sais pas que tu es dans mon mariage. Il faut que tu quittes ce mariage là, sinon c'est ta vie qui va rester. Je demande que, mais c'est qui? Je demande à mon ex-mari que c'est qui? Il me dit que lui ne sait pas, que ça doit être peut-être une de mes copines qui m'appelle pour m'effrayer. Il dit Kiki. On laisse en avance. Un jeune homme est venu taper à la porte à la maison. Il m'a déposé l'acte de mariage et les photos de mariage de mon mari, son mariage qu'il avait fait en Sierra Leone. J'ai dit OK. Je ne crois pas. Quand monsieur rentre le soir, j'ai dressé la table. Dans les soupières, là, quand on met souvent le riz et puis on met la sauce, c'est comme ça que j'ai mis l'acte de mariage, j'ai mis les photos. Quand il vient, il ouvre. Il dit que non, c'est son petit frère qui s'est marié. Il dit que mais ton petit frère s'est marié, c'est toi qui es assis sur les photos de mariage. Il dit que non, que son petit frère ne se sentait pas bien, c'est lui qui a représenté. J'ai dit, Kiki, je suis encore dans quelle phase de ma vie? Ma mère aussi, elle a derrière moi. Au lieu de me dire que non, maman, viens, on part. Il dit que maman veut divorcer. Il dit que maman, tu vas laisser l'argent, tu pars où? Maman, tu vas laisser l'argent, tu pars où? Donc, je regarde ma mère et dis que bon, il n'a pas envie de tourner. Et la dame commence à faire de graves histoires jusqu'à aller devant le bureau des Nations Unies, s'arrêter, boire le javel qu'elle veut se suicider. J'ai dit, OK, ça va. La dame se lève, elle voit que le monsieur ne gère pas, elle retourne au Sierra Leone. Quand elle repartait, c'est là que la dame m'a dit qu'elle va alors te monter le choui au Yaï. Elle part en Sierra Leone. Elle arrive là-bas, elle enterre un bœuf. Apparemment, elle a enterré le bœuf à mon nom avec ma photo et la photo de ma fille. Et donc, le lendemain, quand elle devait repartir, elle devait retrouver la photo dehors et non le bœuf. Mais quand elle est arrivée, à sa grande surprise, elle devait retrouver le bœuf dehors et non la photo. À sa grande surprise, quand elle arrive, elle trouve la photo dehors. Maman, oui, j'aime la bière, la Beaufort. Ça, c'est mon eau glacée. Elle trouve la photo. Elle m'appelle. Elle me demande que tu es qui. Je lui demande que je suis qui, comment. Elle me dit que j'ai déjà tout fait. Tu te rappelles, telle année, tu as eu mal à la poitrine, tu t'habillais pour sortir, je t'ai envoyé une flèche. Ça t'a pris. Tu as senti quoi? Je lui ai dit que, mais vous êtes qui? Elle me dit que là encore, je viens d'enterrer un bœuf pour finir avec toi et puis ton enfant. Ça n'arrive pas. J'arrive alors à Abidjan. Quand elle revient à Abidjan, le tout-ci, elle appelle, elle vient jusqu'à la maison, chez moi où j'habitais. Et puis, elle dit à mon ex-mari que si tu ne te lèves pas pour sortir, c'est moi je t'ai fait. C'est moi je t'ai aidé pour avoir le pouvoir que tu as où tu es. Quand tu la prenais pour sortir, c'était juste pour que tu enlèves ce qu'elle avait sur elle. Et puis, on allait continuer. Mais aujourd'hui, tu es déjà arrêté.
tu vas vivre avec elle, tu fais les enfants avec elle, tu penses que tu es qui? Si tu ne sors pas, je te rends fou, comme il vous dit là. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai regardé mon ex-mari, j'ai regardé mes enfants, je lui ai dit, ce qui m'intéresse, ce sont mes enfants. Si je dois mourir à cause de ce qu'il y a dans ton pantalon là, papa, tu n'es pas Rocco Siffredi, lève-toi, tu pars. Ou vous êtes quitté dans vos affaires, je ne connais pas moi. Mais si je me lève et que je rentre au Cameroun, qu'on commence à faire le sagat, je sens que le sang qui va couler, les risques de partir en enfer. Il y a déjà assez péché qu'on a dans ma jeunesse, dans ma relation avec toi. Donc, pardon, lève-toi, tu pars. Le monsieur est sorti, il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, je n'ai plus de nouvelles de lui. J'ai demandé le divorce tranquillement derrière lui. J'élève mes deux enfants tranquillement toute seule. Et je ne le cherche pas. Une année, il s'est levé, il a essayé de m'envoyer de l'argent. L'argent, là, il a dit qu'il ne prend pas l'argent, est reparti. Quand l'argent est reparti, il demande à sa sœur de me dire que pourquoi je n'ai pas pris l'argent. Que ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien. Ça n'a même pas duré. La maison que sa première femme avait construite a pris feu. Parce qu'il était parti habiter dedans avec la troisième femme en question, ou deuxième, ou troisième, en tout cas, l'une de nous. Il est parti habiter là-bas avec elle. La maison a pris feu. Au point où même les voitures ont explosé dans la maison. Aujourd'hui, on est en mars. J'ai eu des dernières nouvelles par le biais de ses sœurs. Il est paralysé en Sierra Leone. Il a perdu son boulot aux Nations Unies, il a perdu tout. Il est assis là-bas tranquillement. Il passe son temps à m'envoyer des messages pour me demander pardon. Donc, voilà un peu la vraie histoire de ma vie. Et je ne regrette rien. Je suis d'accord que j'ai été inconsciente. Je suis d'accord que j'ai voulu voir, j'ai eu les yeux, les gros yeux, comme on dit. Mais au moins, les gros yeux que j'ai eus, ce n'est pas eu les gros yeux pour prendre de l'argent pour partir en boîte. Je suis partie à l'école. Et aujourd'hui, la force que j'ai de dire que je ne veux rien savoir, ce n'est pas trop tard. La force que j'ai de dire que je ne veux rien savoir, c'est que j'ai un boulot. J'élève mes enfants toutes seules. Elles vont avoir 12 ans et 9 ans. Je ne regrette rien. J'avance tranquille. Je ne sais pas si je pourrais donner un conseil à quelqu'un parce que moi-même, en rentrant dans cette histoire, j'étais avec les gros yeux. Tout ce que je vais vous dire, c'est que vous-même, vous avez écouté l'histoire et voyez ce que vous pouvez en tirer. Voilà. Donc, c'était moi. C'est super ça. Et Super. vraiment, merci pour ta franchise, hein. Les gens Voilà. comme toi sont très rares de nos jours. Mm. Moi, je dis, il va encore aller épouser un autre. Tu vas faire quoi? Non, j'ai une demande en mariage de quelqu'un qui est bien aujourd'hui et puis qui a la crainte de Dieu. Si je pense Ah, qu'après quand même 8 ans, je peux accepter. C'est bon. Mes filles même sont super. d'accord. Ça va. D'accord. Merci beaucoup pour Merci l'histoire. beaucoup. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à toi.